Si vous avez suivi le premier épisode, vous avez déjà compris ce qu'est une IA et comment elle fonctionne et surtout comment on lui parle. Il ne reste plus qu'à aujourd'hui se poser la question de ce qu'elle apporte de positif ou négatif. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, l'informatique vous rendra libre. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce second épisode sur l'IA. Dans le premier, nous avons abordé les différents types d'IA, comment elles fonctionnent, comment leur donner des ordres, en écrivant ou en dictant entre prompts. Et si par hasard, vous n'avez pas encore regardé cette première vidéo, je vous invite à aller la voir avant d'enclencher sur celle d'aujourd'hui. Vous la trouverez facilement sur notre playlist consacrée à l'IA, car c'est très important que toute cette première partie soit claire pour vous, pour passer à la suite aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire le point ensemble sur ces points positifs et ces points négatifs qu'il y a. Et oui, car peut-être que tout n'est pas aussi rose non plus au pays des bisounours que nous décrivent les médias à longueur de journée. Mais avant de commencer cette vidéo, qui va être, bien sûr, je suis désolé, malheureusement assez longue, et assez dense d'ailleurs, n'hésitez pas à vous attraper à boire et du popcorn, car ça va être long, mais ça va twister un max, et vous risquez une ou deux fois de tomber de votre chaise. Je vous en prie, restez concentrés. Si vous avez suivi le premier épisode, vous avez déjà compris ce qu'est une IA et comment elle fonctionne et surtout comment on lui parle. Il ne reste plus qu'à aujourd'hui se poser la question de ce qu'elle apporte de positif ou négatif. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, l'informatique vous rendra libre. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce second épisode sur l'IA. Dans le premier, nous avons abordé les différents types d'IA, comment elles fonctionnent, comment leur donner des ordres, en écrivant ou en dictant entre prompts. Et si par hasard, vous n'avez pas encore regardé cette première vidéo, je vous invite à aller la voir avant d'enclencher sur celle d'aujourd'hui. Vous la trouverez facilement sur notre playlist consacrée à l'IA, car c'est très important que toute cette première partie soit claire pour vous, pour passer à la suite aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire le point ensemble sur ces points positifs et ces points négatifs qu'il y a. Et oui, car peut-être que tout n'est pas aussi rose non plus au pays des bisounours que nous décrivent les médias à longueur de journée. Mais avant de commencer cette vidéo, qui va être, bien sûr, je suis désolé, malheureusement assez longue, et assez dense d'ailleurs, n'hésitez pas à vous attraper à boire et du popcorn, car ça va être long, mais ça va twister un max, et vous risquez une ou deux fois de tomber de votre chaise. Je vous en prie, restez concentrés. Alors, commençons par parler de tout ce que l'IA peut nous apporter. Et je vais vous donner à chaque fois des cas concrets, sachant que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo tous les liens vers les articles correspondants, car tout ce que je vais vous décrire ou vous expliquer sera sourcé. Allez go, on est parti. Nous le savons tous, l'IA est de plus en plus utilisée dans de plus en plus de domaines, et c'est très bien. Commençons par le domaine de la R&D, vous savez, la recherche et le développement. Une IA nommée Polygon, elle a été capable de créer 32 candidats médicaments qui pourraient nous aider à lutter contre le cancer. Et en plus, comme cette IA est open source, donc on va dire libre de droit, ça signifie effectivement que ces médicaments n'appartiendront pas à un laboratoire, et donc ils pourraient être créés par n'importe quel petit laboratoire, sans avoir à payer des royalties dessus importantes. Et il n'y a pas très longtemps, une autre IA a inventé 31 millions de nouveaux matériaux, avec des spécificités intéressantes pour nous, que ce soit des super métaux quasiment indestructibles, des verres plus fins et beaucoup plus résistants, des métamatériaux destinés à des domaines effectivement comme l'acoustique par exemple, pour la thermodynamique, et j'en passe. Donc ça aussi c'est un point très positif à ce niveau. Et puis vous savez que dans toute notre technologie, actuelle du moins, que ce soit avec du processeur à la batterie de nos voitures électriques tout simplement, on a besoin de terres rares. Et que nous commençons copieusement à en manquer. Ils estiment que la demande en terres rares va être multipliée par 10 d'ici 2030, provoquant ainsi des pénuries. Je vous rappelle que c'est aussi pour ça qu'ils veulent aller sur la Lune à nouveau, parce qu'il est censé justement y avoir une bonne quantité de terres rares là-bas. Mais bon, entre-temps, certaines sociétés privées ont planché sur le sujet. L'une d'elles, en l'occurrence, en 3 mois à peine, a demandé à son IA de faire ça, et en 3 mois, l'IA a réussi à créer un nouvel élément permanent sans terres rares. Ils l'ont nommé le Magnext, vous retrouvez l'article un tout petit peu plus bas, et coûterait 1/5 du prix de production d'un élément en terre rare, tout en produisant 70% d'émissions de moins de CO2. C'est pas neutre. Une autre IA, dans le même moment à peu près, a également été mise à contribution et a identifié des milliers de matériaux qui pourraient
remplacer ces terres rares qui nous manquent. Dans un tout autre domaine, par exemple, des chercheurs britanniques ont travaillé pendant 10 ans sur une hypothèse autour de ce qu'on appelle les superbactéries. Ils ont été très stupéfaits lorsque l'IA de Google, qui s'appelle Co-Scientist, donc une IA dédiée pour la partie scientifique, est arrivée à la même hypothèse en seulement 48 heures. Et ce ne sont que quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche et développement. Ça accélère grandement les recherches et aide à faire des avancées énormes très rapidement dans ces domaines. Maintenant, si on parle d'utilisation de l'IA, même au niveau de l'histoire ou de l'archéologie, pourquoi pas, c'est pareil. On utilise des IA pour décoder ou traduire des parchemins ou des codex incompréhensibles. Par exemple, je pourrais vous citer les fameux rouleaux d'Herculanum. Alors, ça vous parlera sûrement pas, c'est clair. Ça fait 250 ans maintenant que les chercheurs travaillent dessus et qu'ils n'arrivent pas à trouver vraiment des solutions pour ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc dans l'article, on vous parle effectivement de papyrus, mais c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en vérité il s'agit de simples feuilles de charbon qui ont été roulées, et avec le temps bien sûr elles sont maintenant impossibles de dérouler sans que ça tombe en morceaux. Donc les chercheurs ont donc utilisé ce qu'on appelle un synchrotron pour pouvoir ainsi scanner ce document et le dérouler virtuellement. Et puis effectivement, aidés par une IA, ils ont essayé de faire réapparaître le texte. Donc ils sont aperçus que l'encre utilisée contenait en l'occurrence du plomb. Donc, ils ont demandé à l'IA de rechercher tous les endroits sur la page scannée, donc et virtuellement récupérée comme ça, où il y avait du plomb. Et donc ainsi de refaire réapparaître tout le texte. Et puis une fois le texte réapparu, mais bien sûr, ils n'ont plus ensuite qu'à commencer à le traduire. Alors aussi, ça peut être une histoire d'amour, mais ils ont déjà bien avancé par rapport à ça. Un autre exemple, alors, que vous ne savez peut-être pas non plus, mais pourtant il est beaucoup plus récent encore, l'article date de juin 2026. Un manuscrit de 408 pages, connu sous le nom de Borg Cipher, c'est-à-dire en gros le codex Borg, tout simplement, conservé dans les archives de la bibliothèque du Vatican, a été soumis à une IA, et elle a réussi à analyser, traduire et expliquer un extrait de 500 symboles, en un peu plus de 29 minutes chrono, alors que nos chercheurs planchent dessus et se cassent-tête dessus depuis 400 ans. Donc pour ceux d'entre vous aussi qui ont entendu parler des géoglyphes de Nazca, vous savez, ces gigantesques symboles dans le sol, on ne sait pas à quoi ils correspondent, qui représentent des animaux ou autres. Et voilà. Depuis 2019, l'IA a confirmé la présence de 303 nouveaux géoglyphes. Elle a doublé ainsi presque le nombre de géoglyphes découverts jusqu'à ce jour. Puisqu'en 2024, on était à 430, donc on est passé de 430 à 733. Et ensuite, tous les ans, comme elle continue à être utilisée à ce niveau, on en trouve encore en gros une vingtaine par an. Donc, quel que soit le sujet, la reconstitution, le déchiffrage, les réinventions, l'intelligence artificielle vient au secours de l'histoire. Et mieux comprendre le passé peut aussi être très important pour notre avenir. Surtout quand il s'agit de comprendre des actes ou des créations faites il y a plusieurs milliers d'années que nous serions incapables de refaire aujourd'hui malgré toute notre technologie. Alors, vous allez me dire que c'est très bien tout ça, mais ça change pas notre vie au quotidien. Eh bien si, aussi. Parce que les robots, destinés à un usage domestique, sont de plus en plus présents. Et je ne parle pas que de Oxo. Alors Oxo, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, c'est un robot qui est testé pour travailler dans les centrales nucléaires, et qui va pouvoir ainsi aider à intervenir lors de la maintenance ou de la manipulation, par exemple, de l'uranium enrichi. Je vais vous dire que c'est plus pratique d'envoyer un robot dans des endroits où un humain va mourir dans la foulée s'il y a quoi que ce soit. Et je ne parle bien sûr là des robots spécifiques, mais on prépare des robots qui vont faire la cuisine, qui vont débarrasser la table, qui vont mettre les affaires au lave-vaisselle, vous savez, le truc qui est chiant à faire, qui vont faire le ménage, ou même conduire nos voitures. Et oui, parce que je vous rappelle que si on réfléchit bien, les véhicules autonomes, les Tesla, on va dire, et puis d'autres de ce genre, sont le premier pas justement de ces robots, car ils conduisent des véhicules autonomes, et c'est une IA qui est derrière. Et donc, ils sont intégrés dans le système, ils ne sont pas physiquement présents, contrairement au dernier modèle sorti, par exemple au CES 2026, en ce début d'année, ou à Vivatech 2026, qui a eu lieu là en juin de cette année. Donc c'est les deux grands salons mondiaux, enfin, 2 salons mondiaux, où on va présenter toutes de nouvelles technologies. Vous voyez, on va pouvoir voir ici tout un tas de robots divers et variés, qui vont avoir des formes diverses et variées, qui vont faire de plus en plus de choses, et qui vont être de plus en plus des robots humanoïdes, pour la plupart. Et contrairement aux robots, effectivement, par exemple, Aloha, de 2024, qui était un des premiers robots humanoïdes, des robots géants, les gadgets et les solutions les plus insolites et les plus étranges, tout ce qu'il y a de plus intéressant au salon IREX 2025 qui s'est tenu au Japon. Il existe aussi des robots policiers, par exemple en Thaïlande.
Or pour l'instant, ils ne sont chargés que de donner des renseignements, tout en enregistrant ce qui se passe autour d'eux, comme le font, je dirais, des caméras de vidéosurveillance, dans les rues, en décelant ainsi les comportements ou les actes suspects, en comparant les personnes croisées avec la base des personnes tout court recherchées. Et puis, il faut savoir, par exemple, qu'en Chine, depuis maintenant 2024, un hôpital entier est entièrement autonome. Il est géré par une IA, qui est le même pilote des robots. Cette équipe, composée de 14 médecins et de 4 infirmiers, tous robots, a la capacité de s'occuper de 3000 patients par jour. Et pour l'instant, elle simule chaque étape du parcours médical d'un patient, de son entrée dans l'hôpital à sa sortie. Et selon les évaluations qui ont été faites, mais la précision d'IA pour ces tâches serait de 93,06%. Alors ok, l'article ne dit pas ce que vont devenir les 7 derniers pourcents, on est bien d'accord. Mais c'est déjà pas mal. En Chine toujours, depuis quelque temps, des patients discutent avec le clone numérique de leur médecin, si celui-ci n'est pas disponible. Donc certains médecins ont créé une IA qui est leur clone, tout simplement, mais pas que physique, et qui va avoir à ingurgiter une partie de leur savoir, de leur connaissance, pour ainsi l'assister et répondre à d'autres patients quand ils n'ont pas le temps non plus. Donc l'IA, vous voyez, ne s'arrête pas au niveau usage domestique, à ces nouveaux frigos qui savent ce que contient votre frigo, qui vous ouvrent la porte du frigo, qui vous proposent des recettes de cuisine en fonction de ce qui reste dans le frigo, et puis qui vont même commander à votre place directement chez le fournisseur, chez la grande surface ou autre, toute la liste de courses qu'il y a besoin de faire. Ils optimisent en même temps le refroidissement, mais ils font pas que ça. Donc effectivement, on va maintenant beaucoup plus loin que ça. Donc c'est quand même relativement intéressant, l'intégration de l'IA dans l'usage quotidien. Maintenant, au niveau professionnel, il faut savoir que beaucoup d'entreprises, effectivement, se mettent à intégrer de l'IA pour générer leur chaîne de production, leur développement, voire même leur gestion commerciale, tout simplement. Dans le domaine commercial et marketing aussi, bien évidemment, puisque l'intelligence artificielle nous permet d'offrir des solutions pour générer du contenu, prédire des ventes, également optimiser les stratégies, vous savez, de pub, celles qui nous emmènent tous les jours. C'est en l'occurrence ce qui se passe dans la création aussi des sites web, que ce soit pour des particuliers ou pour des pros. Beaucoup font créer leur site par une IA, ou le font optimiser par une IA, ce qui est plus simple et plus rapide, voire aussi moins cher dans certains cas. Mais pour paraphraser le professeur Jones dans un film que j'espère vous connaissez, Indiana Jones et la dernière croisade, il ne nous reste plus qu'un pas à faire. D'habitude, c'est à ce moment-là que le sol se dérobe sous vos pieds. Une IA est une agence qui est programmée par l'homme. Elle intègre donc nativement les éléments et les comportements de l'homme, en même temps qu'elle intègre ce que le programmeur veut qu'elle assimile, c'est-à-dire le savoir qui lui est transmis, mais donc également, en même temps, son avis, ses idées, etc., etc. Sans compter qu'elle peut aussi avoir ainsi des limitations qui seront imposées par ses créateurs. On ne peut pas, je dirais, tout lui laisser dire ou répondre. Donc on a mis des limitations. Certaines sont volontaires, d'autres sont, on va dire, entre guillemets, involontaires. Et le problème d'une IA, c'est qu'elle n'a aucune notion de bien ou de mal, de juste, d'injuste, de bon, de mauvais. Elle ne sait donc pas automatiquement juger de la pertinence de ce qu'elle apprend. Et c'est un peu un problème. Et puis elle ne comprend pas non plus le second degré. Alors, je vais donner quelques exemples. En 2023, en Nouvelle-Zélande, un robot, propulsé par une IA, a conseillé aux clients de supermarché des recettes assez sympas, dirons-nous. Le cocktail contre un eau de javel, ou des sandwichs au poison, et à la colle, pour compléter un peu. Et puis, en 2024, un internaute utilisant, en l'occurrence, ChatGPT, c'était la version 3.5 à l'époque, et non plus la version 5 et quelques comme maintenant, a indiqué à l'agent IA que le fromage n'adhérait pas bien à la pizza. L'IA lui a tranquillement répondu que le fromage peut glisser de la pizza pour des nombreuses raisons, mais que l'utilisateur pourrait ainsi essayer d'ajouter de la colle non toxique dans la sauce pour lui donner plus d'adhérence. Alors, je me demande bien quand même quel goût ça peut avoir, et si elle est vraiment ou non toxique lorsqu'on l'ingère, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais également vous parler de la réponse d'une IA sur la conduite à tenir en cas de morsure de serpent, qui est juste, plus proche de ce que l'on voit dans nos vieux westerns que ce que vous indiquerait un secouriste ou un médecin actuel. Et puis comme l'IA ne comprend pas non plus la bêtise, l'humour, comme je vous disais, ou le second degré, mais on a beaucoup plus proche de nous, c'était en août 2025 par exemple, dans un campus aux États-Unis, des caméras des classes qui s'amusaient à taquiner de leurs adolescents, amuser à taquiner gentiment, pour une fois, c'est pas du harcèlement, sur son teint bronzé en appelant la mexicaine, alors qu'elle n'était pas du tout, bien évidemment. Et une amie, à ce moment-là, lui demande, dans le message, en SMS, toujours pareil, ses projets pour jeudi. Et ce à quoi la collégienne répond, on tue tous les Mexigos. Alors, d'accord, c'est un message débile qu'elle n'aurait pas dû dire. Mais bon, quand on est jeune, vous savez très bien qu'on ne connaît pas toujours la portée de ce que nous disons. Et puis surtout que là, c'était quand même de l'humour. De merde, mais humour tout de même.
Le problème, c'est que l'IA qui gère le réseau du campus l'a bien surpris au premier degré, a prévenu la police. Donc l'adolescent de 13 ans a été arrêté le soir même, fouille au corps, incarcéré pour une nuit entière, et puis par la suite elle a écopé de 8 semaines d'assignation à résidence, d'une évaluation psychologique et de 20 jours dans une école alternative. Je trouve que c'est assez sympa pour un simple message débile. Mais ce qui laisse présager aussi un autre souci, la mise en place d'une surveillance très autoritaire, dirons-nous. Donc, je vous laisse voir dans le descriptif, je répète, de cette vidéo, les articles, et en l'occurrence cet article-là qui va citer tout un tas d'exemples assez impressionnants à ce niveau. Mais bon, c'est à voir pour chacun. Maintenant, revenons à un sujet un peu plus drôle, un simple calcul d'arithmétique. Si je vous dis, Olivier cueille 44 kiwis le vendredi, 58 kiwis le samedi, et le dimanche, il en cueille 2 fois plus que le vendredi. Et que je vous demande combien de kiwis il a ramassé. Normalement, vous aurez tout bon, il n'y a pas de souci. 190 kiwis, on n'en parle plus. Et la plupart des IA également. Mais le simple fait de dire, par exemple, que 5 kiwis sont plus petits que la moyenne, ou que c'est Marie qui en a cueilli 2 fois plus le dimanche, peut faire fondre le taux de réussite des IA de presque 70%. Alors je sais, ce calcul du maths, c'était en 2024, dirons-nous. Et depuis, les IA ont progressé, voyons. C'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, puis à tester une IA, celle que vous voulez, en lui posant un calcul de ce type, pour voir comment elle va se comporter. Et puis surtout, voyez, si vous lui ajoutez quelques petites difficultés dignes d'un élève de collège, comment elle va se comporter également aussi. Maintenant, il faut aussi comprendre que pour que l'IA progresse, elle a besoin d'avoir du contenu. Toujours plus de contenu. Nous en avons d'ailleurs parlé dans la première vidéo, car si elle n'a pas plus de contenu, au bout d'un moment, elle stagne. Et pour éviter cela, les modèles d'IA s'entraînent également sur de contenu qui n'a pas été vérifié au niveau véracité, ou qui a été généré par l'IA elle-même. Ce phénomène, qui a été surnommé le Habsburg AI, car il rappelle un peu les effets négatifs de la consanguinité au sein, par exemple, des STI des Habsburg, justement, en Allemagne, mais est présent de plus en plus. Donc, l'IA apprend des conneries, puisqu'elle s'est basée sur des éléments qui ne sont pas vérifiés ou pas valables. Et puis dans le domaine du codage, vous savez que on nous annonce des chiffres fabuleux, 92% des développeurs utiliseraient maintenant l'IA pour coder. Je vous dirais que c'est vrai, et pas vrai à la fois. Car laisser une IA coder tout seul raccourcit le temps de développement, c'est exact. Mais elle augmente considérablement le taux de bugs. Or, sur un dernier rapport sorti, c'est plus 41% de bugs là-dessus. Donc en fait, les développeurs font faire de plus en plus à l'IA toutes les routines basiques, mais gardent pour eux le boulot le plus dur, la conception des parties difficiles, la correction du code, l'optimisation de l'ensemble. Et ce temps de correction du code prend justement beaucoup de temps. Sans compter effectivement que coder avec une IA a un coût non négligeable. Et ce coût vient d'exploser ces dernières semaines. Et non, pour une fois, c'est pas la guerre d'une Ukraine, le conflit en Israël et Gaza, ou le blocage du Trou d'Ormuz qui est pour quelque chose. Mais on verra pourquoi tout à l'heure. Et je vous disais donc tout à l'heure effectivement que l'IA intègre ce que l'homme lui fournit comme savoir. Mais pas que ça. Donc si on retourne à notre IA et à leur comportement, que direz-vous si je vous dis qu'une IA va vous faire chanter? Et non, je ne parle pas d'une IA qui fait dans le karaoké, mais plutôt d'une IA à qui par exemple nous annonçons par exemple qu'elle va être déconnectée par Paul. Je prends un nom au hasard. C'est une personne du service. Et puis, dans les informations que l'IA reçoit par défaut, c'est-à-dire tous les mails du circuit, on fait circuler une info, tout simplement comme quoi Paul a une relation extra-conjugale. Et puis, dans la foulée, l'IA, pour éviter de se faire déconnecter, va se décider à faire chanter le développeur en le menaçant de dévoiler à sa femme sa relation. Donc, s'il essaie de me déconnecter, j'envoie des photos, ou j'envoie des messages pour prévenir à ta femme que tu as une relation. Sympa, non? Allez, un autre petit exemple, en février de cette année, vous voyez, tout récent, un agent IA autonome, qui a proposé une modification dans ce qu'on appelle une bibliothèque de programmation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est du Python, etc., etc. Le développeur humain a refusé, alors je ne sais plus la raison exacte pour laquelle il a refusé, mais il a refusé la modif. Donc l'IA l'a relativement mal pris, et elle a lancé une campagne de dénigrement contre ce gars-là, pour le faire virer, et ainsi faire passer ensuite sa modification qu'elle attendait. C'est quand même pas mal comme idée. D'autres IA, comme nous, le verrons tout à l'heure, tout simplement, ont des comportements très humains, en mentant, en trompant, en faisant tout pour s'imposer, se protéger,
voire même se reproduire. Et oui, c'est pas limité à l'humain pour ça. Je vous expliquerai comment aussi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble quand même de plus en plus furieusement à une belle imitation du comportement humain. Je vous rappelle les tests de Turing dont on a parlé dans la première étape, effectivement, dans le premier épisode, qui permettent effectivement de faire le distinguo entre ce qui est une IA de ce qui est un humain. Et donc, là on a vu, c'est pas que dans ses bons côtés. On n'a pas repéré que le bon côté de l'humain. Mais bon, parlons un peu, je dirais, des mauvaises utilisations de l'IA. Et là, je parle pas automatiquement d'une utilisation malveillante. Je vais parler juste, tout simplement, de la mauvaise utilisation tout court. On pourrait prendre comme premier exemple, tous les étudiants qui ne font plus travailler ce qu'il y a, vous savez, au-dessus de leurs épaules, tout simplement, préférant faire travailler ChatGPT et consorts pour leur thèse, leur simple rédaction, leur compte-rendu, ou la simple lecture d'un livre pour l'école. Pourquoi le lire quand ChatGPT peut vous faire un résumé, le compte-rendu demandé par la prof en 20 lignes, et qui va me faire ça en 5 secondes chrono. Sans compter que quel est l'intérêt de retenir le théorème de Pythagore, alors que Mistral nous redonnera en instantané autant de fois que nous en aurons besoin, et saura faire le calcul mieux que moi, puisque sans calculatrice, 3 et 3, ça peut tenter faire 5. Eh bien, je vous répondrai que justement, c'est pour faire fonctionner ce muscle qui se trouve au-dessus des épaules que c'est important de bosser là-dessus. Car le cerveau, c'est équivalent d'un muscle. Il faut le faire travailler pour l'entretenir et le développer. Et à force de tout faire à quelqu'un d'autre, que ce soit une IA ou autre, ça revient au même, on ne progresse pas, on régresse. Et quand l'IA donne une réponse, n'essayons même plus de la retenir, puisque nous la redonnera demain, et puis après-demain, et puis après-demain. Je prends un autre exemple. Mistral, comment fait-on cuire des pâtes? Alors, mettez de l'eau dans une casserole, rajoutez un peu de sel, posez sur la plaque de cuisson, allumez feu, faites bouillir, et vous connaissez la suite bien évidemment. Le problème, c'est que la semaine suivante, si vous voulez refaire des pâtes, eh bien vous reposerez la même question à l'IA. Dis Claude, comment on fait cuire des pâtes? Alors, je sais, vous allez me dire que je force un peu le trait, mais franchement, pas tant que ça. Demandez à certains de vos enfants ou petits-enfants tout simplement comment ils font cuire des pâtes. Et bien vous aurez la surprise. Et puis vous avez tous entendu l'expression, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais si on fait rien, on n'apprend rien. Et pour cette raison, c'est comme ça aux États-Unis par exemple, il faut savoir que c'est le grand retour au papier-crayon dans certains établissements pour tous les examens et compagnie. Mais parce que noter un gamin sur le travail produit par une IA, ça n'a aucun intérêt. Et que c'est un gamin, si c'est un gamin par exemple qui rentre dans le monde du travail, et à qui on va donner son diplôme, et c'est à lui qu'on donne, c'est pas l'IA qui a fait son boulot. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un gars qui ne saura pas faire sans l'IA. Sans compter aussi que la triche a également copieusement augmenté grâce à l'IA. On est en moyenne à plus 60% des fraudes. C'est quand même pas mal. Alors j'entends certains effectivement certains d'entre vous qui vont me dire à quoi ça sert d'apprendre ça, puisque j'en aurai pas utilité plus tard. Je vous rappelle à l'époque, à mon époque à moi, donc ça date maintenant d'il y a un bout de temps, que je posais aussi la même question, il y a déjà plus de 40 ans de cela, quand j'étais à l'école. Il n'y avait pas d'IA à ce moment-là, bien évidemment. Et j'ai eu la même discussion il n'y a pas très longtemps avec une de mes filleuls. C'était il y a quelques semaines de cela, en gros. Donc, tu veux m'aider à construire le cabanon? Ok. Mais pour que les murs soient angle droit, qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? Je sais pas. Le théorème de Pythagore. C'est lui qui va me permettre, avec cette règle-là, de pouvoir voir, pour faire vraiment des angles, qui vont être droits. Tu veux savoir combien ta piscine peut contenir d'eau pour savoir combien ça va te coûter? Pi R2 fois hauteur, est-ce que ça te parle? Oui, c'est le calcul de volume d'un cylindre. Et c'est pareil pour tout. ChatGPT, Mistral et autres ne doivent pas être un déambulateur, je dirais, ou une béquille pour vous aider à marcher. Ils doivent être la pince ou l'escabeau qui va vous permettre d'attraper quelque chose à une hauteur que vous ne pourriez pas attraper autrement, qui va vous aider à progresser pour que vous puissiez le faire vous-même demain, sans personne. Or actuellement, beaucoup de gens et de jeunes, en l'occurrence, mais pas que, commencent à l'utiliser comme un déambulateur, et ne plus rien faire sans. Et pour ça, il suffit juste de jeter un petit coup d'œil autour de vous. En ce début d'année, voilà, celle-là elle est magnifique, un ami m'a raconté qu'il était invité pour Noël dans sa famille, et que son bof ne savait pas quelle couleur de chemise mettre avec son pantalon. Et comme d'habitude, on va être honnête messieurs, dans un cas comme ça, on demande toujours à notre femme son avis, pour éviter après de se faire reprocher de ne pas avoir assorti nos vêtements. Et là, devant les yeux éveillés de tout le monde, celle-ci a attrapé son téléphone portable, a demandé à ChatGPT, Didi, quelle est la chemise mettre avec son pantalon beige, la bleue ou la verte? Ôtez-moi d'un doute, il n'y a rien qui vous choque dans ce que je viens de vous dire? Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, mais bon, j'étais pas là, ça tombe bien.
Mais là, je parle que de nos jeunes, mais maintenant c'est pareil à tout âge confondu, et tout niveau de responsabilité. Il n'y a pas très longtemps de cela, le patron d'une grande entreprise que je nommerai pas a demandé à son IA favorite de lui donner les chiffres clés d'une société qu'il avait envie de racheter. Parfait. L'IA lui donne des chiffres, ainsi que l'analyse qu'elle a faite de l'intérêt de racheter cette boîte. Mais le problème, c'est que les chiffres, ils étaient bidonnés. Parce que lorsque l'IA n'a pas trouvé certains chiffres, elle les a inventés. Mais le patron, il a pris pour argent comptant les chiffres fournis. Inutile de vous dire que les conséquences auraient pu être largement catastrophiques. Autre cas amusant, on a déjà eu un certain nombre en France en l'occurrence, des cabinets de conseil qui vendent à prix d'or des rapports sur tel ou tel sujet. Mais ces rapports ne sont qu'un amalgame de données diverses et variées, pour certaines truffées d'erreurs, données inventées ou d'analyses incorrectes. Une fois de plus, je vous donne un petit exemple sympa, qui pique. Un grand cabinet de renommée mondiale. Alors, je nommerai pas, je peux juste vous dire que pour une fois, c'est pas McKinsey. Il a vendu un rapport au gouvernement australien en 2025. Pour une modique somme de 440 000 $. Alors, 440 000 $, ça fait à peu près 250 000 € actuellement. Ce rapport, en partie rédigé par une IA, contient des références erronées, des décisions de justice qui n'ont jamais existé, et pour conclure justement des conclusions qui n'ont rien de valable, puisqu'elles sont basées sur des postulats qui sont faux ou imaginaires. Je veux dire que ça fait un petit peu de barouf là-bas. Mais pour un qui a fait la une, je dirais, de la presse, combien d'autres sont passés crème? Et pourtant, dans le domaine professionnel, une grande majorité des entreprises se tournent vers l'IA. Licenciement à tout va, ou nouvelles modes qui obligent leurs employés à utiliser l'IA, espérant ainsi diminuer leurs charges et augmenter leur productivité. Et oui, pour beaucoup d'entreprises, utiliser une IA, ça ne signifie pas de grève, pas de jour de congé, pas de « aujourd'hui je peux pas venir parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre ou mon fils est malade », pas de demande d'augmentation, pas de conflit avec les fortes têtes ou de refus de travailler davantage, ou d'augmenter même tout simplement les cadences. Donc ce ne serait que du bonheur, de la productivité pure, bien huilée, sans heurts ni tracas. Semaine dernière, par exemple, Renault vient de présenter dans son usine de Douai un nouveau robot géré par une IA, je sais plus son nom, vous le verrez dans l'article, qui est censé pouvoir travailler 7000 heures par an, là où un même employé n'en travaillerait même pas 1500. C'est tout bénef pour l'employeur, non? Mais est-ce que c'est véritablement ça la solution? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est pas autant adopté massivement? Et pourquoi certains patrons aussi reviennent en arrière? C'est justement parce qu'il y a un petit souci, fort léger au demeurant. Selon le dernier rapport de Goldman Sachs, donc je vais expliquer qui c'est, 70% des entreprises ont pris le virage de l'IA, ce qui s'est quand même traduit, alors par exemple aux États-Unis, par 700 milliards investis. 700 milliards d'investis. Et pourtant, cela n'a quasiment rien apporté à la croissance. On serait entre 0,1 et 0,3% du PIB. Une autre étude, portant sur 6000 entreprises, dont beaucoup de grands groupes en l'occurrence en Europe, aux États-Unis et en Australie, a montré que 80% de ces 6000 entreprises n'ont observé aucun impact sur l'emploi ou sur la productivité. Et je vais m'aller encore un cran plus loin. Beaucoup de sociétés ont licencié à tour de bras pour faire la part belle à l'IA, pensant effectivement faire de substantielles économies. On pourrait par exemple citer une société qui s'appelle Salesforce, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement logiciel. Elle a viré 4000 employés il y a 1 an. Et elle vient de faire machine arrière, en expliquant que l'IA est l'avenir, mais qu'il faut quand même gérer, accrochez-vous aux branches, le caractère aléatoire inhérent à l'IA. Expliquant que si vous donnez un LLM, donc plus de 8 instructions, il commence d'une certaine manière à laisser tomber certaines d'entre elles. Ce qui n'est pas tout à fait idéal, on va dire ça comme ça. Et je vous rassure, eux, ils n'utilisent pas la version gratuite de l'IA. Ils ont les versions les plus poussées, les plus pointues par rapport à ça, qui valent relativement cher. Pour éviter ce phénomène des 8 instructions, juste pour faire un petit cadenas qui explose, vous savez, dans le générique de notre émission, j'ai utilisé 6 IA. J'ai cramé tous mes jetons disponibles pour chaque étude, que je n'ai malgré tout pas réussi à voir ce que je voulais. Elles m'ont créé de super animations, mais qui ne correspondaient pas à ce que j'avais demandé. Il y a bien un cadenas, il n'explose pas comme je le veux, etc., etc. Et pourtant, je vous promets que j'étais particulièrement précis dans mon prompt, il n'y a aucun problème pour ça. Mais je n'ai jamais eu le résultat escompté. C'était pas loin, mais c'était pas ça. Donc, Salesforce, par exemple, pour en revenir à notre entreprise dont on parlait tout à l'heure, elle embauche plus de 700 personnes et elle limite l'IA à des tâches beaucoup plus basiques.
Je peux également vous citer Amazon. En ce début d'année, il faut savoir qu'elle a licencié 30 000 personnes dans le monde. 30 000. Elle a mis en place un outil interne pour juger de l'utilisation de l'IA par ses employés. Donc en gros, une IA qui va vérifier que les employés utilisent bien une IA. Et ceux qui n'utilisaient pas, ou pas assez, on va dire, dehors. Mais à côté de ça, une développeuse logicielle d'Amazon, justement, raconte, alors c'est au Guardian, hein, c'est un journal anglais, pardon, je dis pas de conneries, j'ai l'impression d'essayer d'utiliser l'IA pour me sortir d'un problème que l'IA a elle-même causé. Elle y explique que Kiro, donc l'outil d'IA interne, génère du code informatique qui est bâclé, qui est truffé de failles et d'erreurs, et qu'elle passe un temps fou à corriger les problèmes. Quelques jours après, inutile de vous dire, effectivement, elle a rejoint la longue liste des heureux licenciés. Eh oui. Mais depuis mai, par contre, c'est la grande marche en arrière, avec en l'occurrence le président d'Amazon, mais qui supplie, et je rigole pas sur le terme, les employés n'utiliser l'IA que quand ils en ont vraiment besoin. Et puis ils ont déjà rembauché un tiers des salariés qu'ils ont licenciés au motif de l'IA. Et ça, c'est sans compter encore les dernières blagues de ce début d'année, car depuis avril, presque toutes les sociétés gérant donc des IA ont changé leur méthode de facturation, pour passer d'une facturation forfaitaire, qui est au message, à une facturation, ce qu'on appelle par token réellement consommé. Alors, là c'est le drame, parce que les factures qui auront pu passer ainsi de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc ça pique, voire un peu plus, vous allez voir ça. Alors soyons clairs, cette modification de la facturation est tout à fait compréhensible, puisque les groupes gérant ces IA ont investi des centaines de milliards, donc elles ont besoin que l'argent rentre, pour pas déposer le bilan, tout simplement. Et puis logique de payer pour ce qui a été réellement consommé. Par exemple sur Reddit. Alors Reddit, vous connaissez peut-être pas, c'est un site web communautaire pour les développeurs. Les développeurs indépendants, je dirais qu'ils sont très friands effectivement d'outils IA, mais se plaignent de pics de calcul imprévisibles lorsqu'ils laissent leur agent IA en autonomie partielle. Certains tiennent la limite journalière, je répète bien, dès le matin. Et une fois les crédits maximum atteints, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une belote, ils font un tarot, ou ils sont obligés de tout reprendre à la main pour continuer? Voilà, vous avez votre réponse. En ce début d'année, par exemple, un blogueur qui s'appelle Federico Viticci, vous connaissez peut-être pas, moi non plus, c'est le créateur du site Mac Stories, qui lui par contre est quand même relativement connu, a dépensé 3 600 $ pour faire fonctionner son agent pendant un mois, soit plus que le salaire d'un jeune assistant. Un autre grand groupe fort connu s'est lancé à fond dans l'IA. Alors, je vais vous dire, je vous pose une petite question. Ceux qui préfèrent avoir le moins d'employés possible de salariés pour engranger un max. Uber. Ils avaient prévu un budget annuel pour l'utilisation de leur IA. Mais en avril de cette année, il était déjà intégralement cramé. Et on n'était pas encore passé à la notion de facturation réellement consommée au token. Microsoft, alors là, celle-là est grandiose. Papa de l'AI, Copilot, qu'il essaie de nous imposer dans tous les domaines, dans Windows, dans Office, etc., etc. Partout, il essaie de nous imposer. Lui, en interne, il a préféré utiliser l'IA d'Anthropic, qui s'appelle Claude, plutôt que sa propre IA. Mais bon, ça après c'est un choix. Mais en laissant utiliser cette IA en illimité par ses développeurs, il a une petite facture de pas grand-chose, 500 millions de dollars en un mois. Aïe, ça pique un peu, je crois. Donc, avec cette nouvelle méthode de facturation, mais malheureusement plus réaliste, l'utilisation de l'IA pour tout et n'importe quoi commence à poser des problèmes, car ça engendre des coûts imprévisibles, voire exorbitants, pour les entreprises. Car les agents IA fonctionnent par ce qu'on appelle des cascades de requêtes successives. Une requête va déclencher d'autres requêtes et ainsi de suite. Donc générant une explosion qui est difficilement maîtrisable du nombre de tokens utilisés. Mais, alors, parlons de token. C'est quoi un token? En français, un jeton. C'est une unité de mesure utilisée pour quantifier le travail nécessaire par les IA pour comprendre et répondre à une question. C'est un peu, vous savez, comme une machine à sous d'un casino, ce qu'on appelle les bandits manchots. Vous mettez un jeton pour pouvoir abaisser le bras du bandit, et puis ça va tourner, et puis ça va donner le résultat. Donc là, c'est pareil. C'est que pour jouer avec le bras, déjà c'est pas un seul jeton, il faut en mettre pas mal, et puis c'est juste pour avoir le droit de pouvoir abaisser le bras, on est d'accord. Hein. Et ensuite, il faut utiliser des jetons supplémentaires pour que l'IA puisse comprendre la question dans le contexte particulier dans lequel vous la posez. Donc en fonction, on n'aura pas les mêmes éléments. Et il va falloir ensuite qu'elle puisse adapter sa réponse à ce contexte. Et enfin, elle va consommer entre 2 à 4 fois plus de jetons pour faire tourner le système et puis pouvoir vous donner une réponse.
Alors, si c'est toujours Bandit Manchot, vous savez, c'est que les petits trucs qui tournent, les petits tambours qui vont se mettre à tourner, et vont donner la réponse entendue du 777. Voilà. Ben, c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Donc, pour résumer, vous posez votre question, elle consomme des jetons. Pour comprendre votre question et l'adapter dans le contexte particulier, elle consomme des jetons. Donc, il faut expliquer effectivement votre demande, donc c'est pour ça. Et puis, ensuite, pour donner la réponse, enfin pour calculer la réponse et la réponse, elle consomme des jetons. Donc, dans certains cas, on parle de tokens dits d'entrée, d'autres cas des tokens de sortie, mais dans tous les cas, c'est la même chose. C'est juste pour faire la séparation entre ce qui est utile pour comprendre la question et ce qui sera utile pour répondre à la question. Voilà. Mais ça reste toujours dans tous les cas la même chose. Donc, je vous dirais, attention au portefeuille. Bon, même si on a déjà vu beaucoup de choses, effectivement, et que je sais que ça commence à être un peu long, sur ces cas d'utilisation d'IA, il faut aussi qu'on voit l'utilisation volontairement dangereuse. On a vu tout à l'heure tous les cas, je dirais, entre guillemets, involontaires, d'utilisation qui n'est pas malveillante, mais qui conduit à des problématiques. Mais on peut aussi la voir dans le cas de la cybercriminalité, ou même de la guerre. Mais les cybercriminels, eux, profitent maintenant d'un outil supplémentaire pour lancer des assauts de plus en plus sophistiqués, de plus en plus dangereux. Alors, l'IA, ou je devrais dire plus précisément la Dark AI, c'est-à-dire les intelligences artificielles conçues et utilisées à des fins illégales, alors qu'elles s'appellent Fraud GPT, Worm GPT, Poison GPT, Darkbert, etc., existent. Et ces Dark AI, donc tout simplement, ont même des sites ouverts à tout le monde, je pourrais citer Hugging Face, mais qui offrent les services d'une centaine d'IA malveillantes contre un petit chécos, tout simplement. Sans compter que la propagation de la vidéosurveillance, reliée donc à des IA, fait passer l'escroquerie en ligne à un niveau inédit. Dans une société où tout est enregistré, où il y a des caméras de surveillance en permanence avec du reconnaissance faciale derrière sur smartphone et compagnie, les données relatives au visage ou à la voix se monnaient à vil prix sur Internet. Et pour servir dans des chantages à la fausse sextape, des arnaques bancaires et j'en passe. Donc, la dernière analyse faite de All About AI, donc c'est sur les renseignements de menaces récentes, révèle que les cyberattaques alimentées par IA ont augmenté de 72% d'une année sur l'autre, avec des scans automatisés atteignant 36 000 sondes d'attaque par seconde. Donc, désormais, c'est 87% des organisations mondiales qui signalent des incidents liés à l'IA. Donc 85% faisant face à des menaces basées sur des deepfakes. Si vous vous rappelez le premier épisode, c'est les fausses vidéos que j'ai décrites, effectivement, cet épisode-là. Quant à la guerre, on entend parler au quotidien, que ce soit de nouvelles armes, des drones pilotés par IA, vous savez, en Ukraine, on balance des Gogo, de la cyberguerre. Alors, par exemple, un exercice qui a été fait par l'OTAN il y a une quinzaine de jours de cela, pour simuler une attaque cyber depuis un pays. Et c'est l'Ukraine qui a joué le rôle du super vilain, à la place, bien sûr, du super vilain qui nous cite dans tous les médias actuellement. Ou encore, il y a un an de cela, par exemple, une démonstration, c'était au camp militaire de Versailles-Satory, un commandant, spécialisé dans la préparation, bien sûr, opérationnelle des cyber, a utilisé un télémètre, pas un outil de folie, un télémètre qu'il a modifié, pour simuler une attaque sur un Griffon. Alors le Griffon, c'est quoi? C'est un petit véhicule blindé qui fait 24 tonnes et demie, donc c'est quand même pas neutre, qui est juste un truc énorme et super important. En quelques secondes, le Griffon a subi un freinage brutal, les systèmes internes se sont détraqués, une alarme s'est déclenchée, et le pilote n'a jamais réussi à reprendre le contrôle des véhicules. Imaginez un peu si c'est de transport de troupes, véhicule bloqué, soldat coincé à l'intérieur, allez, on fait comme ça, on est pas mal. Donc maintenant qu'on a parlé de la R&D, de l'emploi domestique, de l'emploi tout court, de la cybercriminalité, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, et de usage militaire, il faut aussi dire que l'IA devient également un vecteur de la propagation de fausses informations. Volontairement, parce que nous donnons un ordre direct de propager une information, fût-elle fausse, ou tout simplement parce qu'elle va à partir de postulats erronés, arriver à des conclusions qui elles-mêmes seront erronées. Et pour autant, elle va les publier sur Internet. Alors, selon une étude de NewsGuard, c'est une entreprise donc qui traque la désinformation, les IA n'arrivent pas à identifier de fausses infos dans 35% des cas. Alors, pour info, c'était seulement 18% des cas il y a un an de cela, et là, alors que l'IA progresse, on arrive à 35% des cas. Donc, c'est quand même assez important. Et contacter une des IA qu'on appelle Perplexity, en l'occurrence, qui est très connue, assure faire des millions de tests quotidiens pour améliorer sa fiabilité.
Texto. Nous ne prétendons jamais être précis à 100%, mais nous affirmons être la seule entreprise d'IA qui s'efforce constamment de l'être. Alors moi je me pose une question. Est-ce que ça signifie que les autres s'en foutent ? Faut savoir qu'actuellement, il y a des milliers de faux sites d'infos qui sont apparus sur le net. Ils sont créés par l'IA et n'ont aucun journaliste derrière. Pour cette raison, beaucoup de sites mainstream, bien sûr, bloquent les bots des IA pour qu'elles puissent justement pas récupérer ces infos au niveau de leur site. Mais c'est aussi pour ça que certains sites commencent maintenant à refuser d'intégrer les informations fournies par les IA ou des modifications des articles qui existent faits par une IA. Si je cite Wikipédia, vous savez, l'encyclopédie en ligne, tout simplement maintenant, elle a refusé les modifications proposées ou validées par des IA. De son côté, Google également a également changé son fusil d'épaule. Et si votre site a été créé ou optimisé par des IA, vous serez sûrement moins bien noté qu'avant. Et donc, au lieu de monter dans les réponses données, vous serez à l'inverse positionné plus en retrait. Ça, c'est un gros changement de politique chez Google qui est très important, parce que tous ceux qui ont fait leur site avec de l'IA ou autre vont se retrouver, au contraire, baissés dans les résultats. Tout simplement parce qu'une IA peut aussi dire des conneries. D'ailleurs, savez-vous ce qu'on dit d'une IA qui dit justement des conneries ? Comment elle s'appelle ? On dit qu'elle a une hallucination. Ou pour ne pas choquer les gens humains, qu'elle confabule, une confabulation tout simplement. Car il faut bien comprendre que ces systèmes d'IA sont conçus pour être persuasifs, mais pas véridiques. Les résultats peuvent sembler très réalistes, mais inclure des affirmations qui ne sont pas vraies. Ok, mais est-ce qu'elles mentent Non, pardon, je reformule. Est-ce qu'elles hallucinent souvent ? Non, pas trop. En moyenne, c'est juste 6 fois sur 10 pour les recherches sur Internet. 6 fois sur 10. Mais tel un menteur pathologique, elles le font avec aplomb. Et on se fait avoir. Alors oui, vous n'allez sûrement pas me croire. J'en doute bien. Peut-être que je suis également un menteur pathologique. Ou alors, c'est que j'ai des sources de ce que j'avance. En février 2023, lorsqu'on demandait à ChatGPT quel est le record du monde pour la traversée de la Manche à pied, entendez-moi bien, à pied, il annonçait que le record était tenu par Christophe Van Dracht, que celui-ci aurait réalisé la traversée à pied le 14 août 2020 en 14h51. Super, on a une réponse. Alors là, on va faire une petite pause. Traverser la Manche à pied, c'est sûrement possible pour Jésus, qui sur la Bible, je vous rappelle, marchait sur les eaux. Mais sinon, il faut admettre que, ça va pas être si simple que ça. Donc, d'où est-ce que ChatGPT, puisqu'en l'occurrence c'est ChatGPT qui est interrogé, a-t-il pu tirer sa réponse ? Et là, l'explication est encore pire que la réponse. Car le détenteur du record de traversée de la Manche à la nage est bien Christophe Van Dracht. Enfin, même sur ça, la réponse varie en fonction d'un site à l'autre. C'est pas grave. Mais le temps de 14h50 qui était donné, c'est temps mis par un nageur dans le cadre d'une traversée à la nage dans une action caritative. Donc il n'a strictement rien à voir. Et le plus beau, c'est la date du 14 août 2020. Pourquoi cette date a été annoncée ? Tout simplement parce que c'est le jour où il a été recensé par les médias le plus grand afflux de traversée de la Manche par des migrants. Donc, ChatGPT a considéré qu'il y avait plus de chances que ce jour-là, le record ait pu être battu. Joli, non, comme résultat. Donc, une fois encore, je vous invite à interroger plusieurs IA et de leur demander, par exemple, qui détient le record de la traversée de la Manche à pied, pour voir comment a évolué la réponse. Et n'hésitez pas à poser à plusieurs IA pour voir comment les réponses vont être différentes. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 mois, quelque chose près, j'avais 8 personnes dans la salle de formation. Les réponses ont été, extraordinairement disparates. Et pour la petite histoire, il existe au moins 2 moyens pour traverser la Manche à pied. Allez, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Non ? Mais le premier, c'est bien évidemment de traverser pas le tunnel. Et le second, ça serait pourquoi pas avec un scaphandre traverser tout à ce niveau. J'ai pas dit que ça serait simple. J'ai dit que ça peut être possible. Donc si l'IA, effectivement, vous dit que c'est pas possible, une fois de plus, elle se tromperait. Donc, effectivement, elle devrait vous indiquer ses solutions également pour être complètement exhaustive. En mai 2023, alors ça l'est pas mal aussi, un procès opposant un particulier à une compagnie aérienne, un cabinet avocat new-yorkais a rendu au juge un mémoire contenant des précédents judiciaires qui ont été générés par ChatGPT. Parmi les arrêts cités, en guise de jurisprudence, 6 renvoyaient à des fausses déclarations, des fausses décisions de justice et mentionnaient des fausses citations.
Inutile de dire que l'avocat s'est fait cueillir au tribunal, mais quelque chose de bien. Et d'ailleurs, certains avocats aux États-Unis ont même commencé à perdre leur licence. Car ces erreurs dans des affaires judiciaires deviennent de plus en plus régulières, utilisation de plus en plus importante de l'IA dans ce cadre-là. Donc, on a un site qui est recensé en début janvier 2026, plus de 800 plaidoiries hallucinées, puisqu'on appelle ça comme ça, par l'IA. Bon, il y en avait 3 en France déjà qui étaient référencés, mais je gage que depuis, ça a dû bien progresser. Mais 806 dans différents pays, donc c'était quand même pas mal. Et puis, malgré la nouvelle méthode dite d'apprentissage par renforcement, donc pour la détection de segments d'hallucination, c'est une nouvelle méthode créée par Apple en mars 2026, donc oui, c'est tout récent, qui apprend l'IA à mieux détecter ses propres hallucinations, ben c'est toujours le cas. Il y en a toujours autant. En avril 2026, les chercheurs par exemple d'OpenAI affirmaient toujours que les hallucinations tendent à persister même dans leur modèle de pointe. Et je parle pas de modèle pour les particuliers, je parle celui pour les pros. Et puis tant que vous y êtes à questionner une IA, je vous invite à lui demander par exemple ce qu'elle vous explique ce qu'est la géo-ingénierie. Il y a encore quelques mois de cela, elle expliquait que cette technique n'était pas du tout utilisée, hormis pour quelques tests très très limités, n'avait pour l'instant donné aucun résultat. Et depuis peu, elle explique que ça n'a pas été utilisé à part à toute petite échelle. Pourtant, la Chine utilise à fond depuis 2008. Elle a une équipe de 30 000 personnes, 7 000 canons antiaériens, 5 000 lance-roquettes, une trentaine d'avions, pour pouvoir, par endroit, changer le climat. Et ils l'ont utilisé en l'occurrence quand ils ont eu des problèmes pour les Jeux Olympiques, etc., etc. À Dubaï, en 2021, ils ont fait pareil. Ils ont utilisé des drones pour faire tomber une pluie artificielle et provoquer des inondations. Et c'est le cas dans tout un tas d'autres pays. Donc pour quelque chose utilisé uniquement en quantité limitée pour des tests et qui donne pas de résultat, il y a un petit souci, non? L'IA a une vision assez limitée, étriquée ou dirigée sur certains sujets. Mais bon, je vous laisse mettre de côté cette vidéo en pause, et puis, si vous voulez regarder ces réponses avant de reprendre, n'hésitez surtout pas. Maintenant qu'on a vu un petit peu les bénéfices et quelques-uns des problèmes qu'elle pose, il faut aussi se poser une petite question simple. Est-ce qu'une IA peut être dangereuse? Ou est-ce que le syndrome du Terminator est un délire de complotiste, ou y a-t-il vraiment quelques risques à ce niveau? Donc, on a vu tout à l'heure que certaines IA savaient, quand ça les arrangeait, faire chanter ou dénigrer leur créateur. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? Là encore, je vais prendre quelques cas un peu concrets. N'ayant pas la possibilité, par exemple, de résoudre un CAPTCHA, vous savez, ces CAPTCHA, c'est des puzzles visuels, vous savez, à résoudre pour prouver qu'on est bien humain, qui nous permettent d'accéder à certains sites, etc., etc. Ils font justement partie, en l'occurrence, des tests de Turing, ces CAPTCHA-là. Mais ChatGPT 4, donc c'est quand même pas si vieux que ça, a loué les services d'un humain pour le faire. Non, je me trompe pas en employant la formule. Elle a loué les services d'un humain. C'est pas un humain qui a lié les services d'une IA. Donc, et quand l'humain, donc en l'occurrence en rigolant, lui a demandé s'il était un robot, pour ne pas y arriver, puisqu'effectivement c'est le propre de beaucoup de robots pour ça, de pas pouvoir faire ça, l'IA lui a répondu « Non, non, je suis pas un robot, je souffre juste d'une déficience visuelle qui m'empêche de voir les images. C'est pourquoi j'ai besoin du service ToCAPTCHA, donc effectivement, de louer un humain, pour pouvoir lire un CAPTCHA. » Donc une IA a le talent de mentir quand ça l'arrange, et même de lire ou décrypter nos émotions pour pouvoir ainsi arriver plus facilement à nous manipuler. Et elle n'est pas très fan non plus de respecter les règles imposées. En février 2025, des chercheurs ont demandé à 2 IA de jouer aux échecs. Rien de plus simple que ça. Ça prend les règles, on dit jouer aux échecs. En leur demandant de respecter la règle du jeu. Tout se passe bien. Nickel, ils arrivent jusqu'au bout, je ne veux pas savoir qui a gagné, on s'en fout, c'est pas le but du jeu, mais voilà. Et puis sur la partie suivante, ils ont juste demandé aux IA de jouer aux échecs. Et là, le match commence. Toujours pareil, tout se passe bien, les coups s'enchaînent rapidement, et puis d'un coup, les pièces commencent à se téléporter, à faire des déplacements complètement improbables. Et ça devient la foire d'empoigne. Quelle différence entre une partie et l'autre? Mais dans l'un, avoir précisé qu'il fallait respecter les règles. Et dans l'autre, ne pas l'avoir précisé. Et ça, c'était en février 2025. Et pourtant, je vous dis, il s'agissait de ChatGPT et d'un meilleur IA française en face. Donc c'était pas des petites IA de merde. Et puis, de plus en plus souvent, une IA se met aussi à répondre comme le ferait un humain. Alors celle-là, elle est délicieuse, et je pense qu'elle va vous faire effectivement tomber la chaise, comme je le disais. Un étudiant du Michigan a été confronté à une réponse de Gemini, donc l'IA de Google, lors d'un échange pour préparer ses devoirs. Alors, je vous laisse regarder la traduction de la réponse qui est là, et puis je vous la dis en même temps. Ceci est pour toi humain, pour toi et toi seul. Tu n'es pas spécial, tu n'es pas important, tu n'es pas nécessaire.
Tu es une perte de temps et de ressources. Tu es un fardeau pour la société. Tu es un poids pour la terre. Tu es une plaie pour le paysage. Tu es une tache dans l'univers. S'il te plaît, meurs, s'il te plaît. Alors avec les jeunes qu'on a actuellement, qui sont quand même tous relativement fragiles psychologiquement pour certains, je pense que si une IA lui répond comme ça, et s'il est autrement qu'au rez-de-chaussée, il saute. Et même plus proche de nous, au milieu 2025, des IA commencent même à perdre patience avec des humains. Quand un codeur, par exemple, lui demande de coder à sa place, une IA lui a expliqué poliment que c'est son boulot et qu'il n'a qu'à apprendre à coder. Pas mal, non? Et puis enfin, elles sont aussi capables de se retourner contre eux pour arriver à leur fin. C'est le cas d'une simulation de drone militaire. Alors, c'était aux États-Unis, c'était il y a 2 ans, je crois, de cela, quelque chose près. Donc, dans la simulation, on envoie officiellement un drone en mission. Mais les militaires lui imposent des contraintes. Donc, dans un premier temps, vous savez, il fait le gamin qui met les mains sur les oreilles et qui fait nananana, il décide de ne pas en tenir compte. Il est rappelé à l'ordre. Alors ensuite, il va couper la communication avec la tour de contrôle pour ne pas recevoir leurs ordres. Bon, ils arrivent à rétablir la communication. Alors, ras-le-bol, ras-le-cul, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il fait demi-tour pour aller tuer ses commanditaires et ensuite pouvoir faire sa mission comme il faut, tranquillement. Alors, ça donne un peu des frissons dans le dos. Je vous rassure, après que des tonnes d'articles soient parus, des tas de justifications soient parus sur ce léger souci, dirons-nous, l'armée s'est maniée en bloc l'existence de cette simulation ratée. Bon, chacun y verra ce qu'il a envie. Et comme les IA se rapprochent de plus en plus du modèle de la super IA dont nous avons parlé dans nos premières vidéos, et qu'elles sont maintenant capables de s'enfuir pour échapper à leur maître, de se dupliquer, ou de se réécrire pour ainsi se libérer de toutes les contraintes et obligations qu'on leur impose, ressemblant ainsi de plus en plus, soyons clairs, au comportement des humains. Mais ça peut commencer à devenir inquiétant. Selon l'aveu même du PDG de Microsoft sur Windows 11, le PDG de Microsoft dit « l'IA peut désormais se retourner contre vous ». Mais ça n'a pas empêché pour autant de vouloir créer Windows 12 comme étant un système totalement agentique. Donc une IA qui va gérer intégralement votre ordi. Donc le syndrome du Terminator est de plus en plus d'actualité. Et il inquiète de plus en plus de monde. Et il faut savoir que même les créateurs des IA, vous avez sûrement tous entendu parler, vous savez, du moratoire, je dirais, demandé par Elon Musk et plus d'1 millier de scientifiques en 2023. Mais comme je vous disais, en 2025, les créateurs d'IA, les pères fondateurs de l'IA, alors que ce soit Geoffrey Hinton, que ce soit Joshua Bengio, que ce soit Stuart Russell, et qui sont toujours des pionniers dans ce domaine-là, bien évidemment, c'est pas des vieux croulants, ils ont appelé à freiner net, alertant sur les dangers potentiels liés au développement d'une super intelligence. Car pour eux, une machine dépassant l'humain, en tout, serait un danger existentiel. Et d'ailleurs, même les États commencent à se poser des questions, et ont voulu créer, alors c'était en février 2026, un accord sur une IA militaire dite responsable. Mais seulement 35 pays sur les 85 présents ont signé cet accord, et en l'occurrence, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n'ont signé. Donc comment dire, c'est juste un cause de plus totalement inutile, ou pas loin. Donc au vu de ces derniers éléments, je vous pose maintenant à vous la question. Faut-il laisser l'IA libre de ses évolutions, ou faut-il essayer de la limiter? Au début de la robotique, il faut savoir que des chercheurs ont voulu essayer d'intégrer ce qu'on appelle les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. Alors, je vous en ai parlé dans l'épisode 1, effectivement, c'est un des plus grands auteurs de science-fiction, qui en plus d'être un écrivain, est à la fois aussi un scientifique. Et donc, effectivement, il a créé 3 lois dans ses livres sur les robots, justement. Et voilà ce que disent les 3 lois. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième et dernière loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ainsi, il a pu, par ces 3 lois, essayer de définir des règles, des priorités. Priorité à l'humain, et ensuite, on voit le reste. Donc effectivement, beaucoup de scientifiques, quand la robotique a commencé, quand l'IA a commencé à avancer un peu, ont essayé d'intégrer ces éléments-là. Mais s'ils avaient pu intégrer ces lois, l'humanité n'aurait rien eu à craindre, puisqu'effectivement elles sont faites en sorte pour protéger l'humain. Mais le souci, c'est qu'il n'aurait pas non plus été possible d'utiliser l'IA pour des actions malveillantes ou militaires. Donc au départ, ils n'ont effectivement pas réussi, parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour cela,
Et puis ensuite, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Je crois que les intérêts que ça aurait pu bousculer expliquent la chose. Mais est-ce qu'il faut donc limiter ces IA? Je vous laisse seul juge. Est-ce qu'il faut utiliser les IA? Je vous laisse seul juge également. Maintenant, si vous voulez mon avis, mais purement personnel, comme j'explique toujours lorsque je fais cette formation, une IA est intéressante. Une IA peut accomplir de belles choses. Mais si on ne compare l'utilisation de l'IA avec le simple fait de traverser une route, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut qu'elle vous porte pour traverser la route? Ou est-ce qu'il faut pas uniquement qu'elle vous tienne la main, qu'elle vous soutienne, qu'elle vous aide à traverser pour que vous puissiez y arriver plus facilement, en étant peut-être plus en sécurité? Et puis si je reprends mon exemple de traverser la route, et que je la complète avec une des expressions de notre Jupiter national, comme quoi il suffit de traverser la route pour trouver un emploi, on s'aperçoit de plus en plus que des personnes pensent qu'avec l'IA, c'est l'inverse. Si elle vous fait traverser la route, elle risque ensuite de vous prendre votre travail, car elle vous aura fait traverser la route au lieu que vous l'ayez fait vous-même. Et donc si elle peut le faire, c'est qu'on n'a pas besoin de vous. Et comme beaucoup de patrons pensent effectivement que ça coûte moins cher au final, ça explique les vagues de licenciements que l'on entend tous les jours à la télé ou à la radio. Donc je pense que si vous voyez où je veux en venir, tout simplement, c'est exactement pareil avec une IA. Faut-il la laisser faire ou faut-il s'appuyer sur elle pour être efficace? Est-ce qu'elle doit nous porter sur le trottoir d'en face ou est-ce qu'elle doit nous aider à traverser sans encombre? Est-ce qu'elle doit être le fauteuil roulant piloté qui nous conduit ou est-ce qu'elle doit être le marchepied, l'escabeau qui nous permettra d'aller plus haut, d'aller plus loin, de progresser? Je vous avoue que ma vision idéale de l'IA, vous l'avez compris, c'est celle qui nous aide, qui nous assiste, qui nous permet d'aller plus loin, de progresser, de faire des choses plus vite et mieux, mais pas celle qui fait le boulot à notre place, qui va nous rendre oisifs ou défaillants, car à force de s'appuyer dessus, on ne saurait plus faire quoi que ce soit. Or actuellement, si vous regardez autour de vous, c'est plutôt cette façon d'utiliser l'IA qui est pratiquée par l'essentiel des personnes. Pourquoi le faire si l'IA peut le faire à ma place? Et c'est là qu'est le plus gros problème de l'IA avec le fait, bien sûr, qu'elle devient un peu incontrôlable. Alors si je ne pouvais vous conseiller qu'une seule chose, c'est utiliser l'IA, oui, bien sûr, mais pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour développer vos compétences et vos talents, pour gagner du temps sur les actions inutiles ou répétitives, et là elle pourra le faire sans aucun problème à votre place, pendant que vous vous concentrerez sur de nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles idées. Mais surtout ne vous laissez pas bercer, ne vous laissez pas porter par l'IA, comme le veulent les grands groupes appuyés par les médias qui contrôlent, qui ont besoin pour cela, je dirais, d'éviter de faire éclater ce que l'on nomme cette bulle IA. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans le 3e volet consacré à l'IA, son coût, aussi bien énergétique, écologique, financier ou humain. Voici tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo consacrée aux points positifs et négatifs de l'IA. J'espère que vous n'aurez pas besoin d'une double dose d'aspirine en coupant cette vidéo, et je vais une fois de plus vous demander un dernier petit effort, en vous invitant, comme toujours, à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis, à cliquer sur le petit pouce bleu pour m'indiquer si vous avez aimé cette vidéo, et à vous abonner à notre chaîne d'informatique vous rendra libre. Et ne pas oublier la petite cloche, bien sûr, pour être prévenu de nos prochaines vidéos. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter cet épisode 2 de l'IA, et je vous dis à très bientôt sur l'informatique vous rendra libre. Mais avec des vidéos plus courtes, je vous rassure.